Sophie Persson sur Réunion Première. Bonsoir, devant la Réunion, l'émission politique de la rédaction. On est ensemble jusqu'à 18h50 et vous pouvez nous suivre en vidéo sur notre site internet lapremière.fr. Debout la République est devenue Debout la France et c'est le secrétaire départemental de ce parti à la Réunion, Hugues Maillot, que nous recevons ce soir. Devant la Réunion, le débat politique de la rédaction. Hugues Maillot, bonsoir. Merci d'abord d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Sophie Persson, merci de nous avoir invités. Alors, vous avez été nommé délégué national à la continuité territoriale Outre-mer. Ça veut dire que vous allez vous occuper de ce dossier. On ne peut plus chaud en ce moment partout dans tous les territoires ultramarins. C'est devenu finalement un thème de la pré-campagne là pour ces régionales, avec notamment une assemblée plénière à la région qui a été réunie sur cette question. Je vous propose d'écouter tout d'abord justement le président de la région, Didier Robert, qui veut absolument maintenir ce dispositif de continuité territoriale. Je regrette qu'il y ait de la part des élus de l'opposition qui ont campé finalement sur une position. Du côté des élus socialistes, une défense forcenée du gouvernement et de la position qui a pu être prise par la ministre de l'Outre-mer. Puis du côté des élus de l'Alliance, sans beaucoup de surprise, une position conforme à celle qu'ils ont eue pendant 12 ans ici à la région, c'est-à-dire ne rien faire tant que l'État n'en fait pas plus. Pour ma part, ce combat concernant la continuité territoriale est notre combat. Et je le mènerai jusqu'au bout pour que le gouvernement comprenne qu'il s'agit là d'un principe, qu'il s'agit là d'un droit auquel les Réunionnais ont droit et qu'il ne peut pas y avoir de demi-mesure en ce qui concerne ce dispositif. Alors c'était Didier Robert, le président de la région, qui répondait à Delphine Poudroux. Vous aussi, finalement, Hugues Maillot, vous voulez maintenir cette continuité territoriale, non ? Je ne crois pas qu'on puisse parler de maintenir la continuité territoriale, elle n'existe pas en réalité. Et c'est toute la difficulté du combat qui est mené par le président de région actuellement, c'est-à-dire qu'il défend un dispositif qui est difficilement défendable. Il défend un dispositif parce que c'est une première pierre, on va dire, dans la construction d'une vraie continuité territoriale. Mais c'est difficilement défendable parce qu'en réalité, ce n'est qu'un dispositif d'aide sociale. Et encore, les critères sont relativement larges. Et ce dispositif d'aide sociale n'a rien à voir avec ce qu'est une véritable continuité territoriale telle qu'elle existe en Corse. La continuité territoriale, ça a un sens, si on s'arrête au mot, c'est un lien permanent entre notre île et la métropole et le continent. Et ce lien permanent, aujourd'hui, n'existe pas. Il y a bien des vols tous les jours ? Il y a des vols tous les jours, mais il n'existe pas pour tout le monde. Et il n'existe pas dans des conditions qui permettent à chacun d'aller et venir sur notre territoire. En Corse, vous avez un dispositif de continuité territoriale qui porte effectivement justement ce nom. C'est une délégation de service public qui est organisée par les pouvoirs publics et qui garantit un tarif pour venir ou pour repartir de Corse et qui est garanti à tous ceux qui veulent se déplacer vers la Corse. Et on entend souvent pas à une catégorie ou telle catégorie de public. On entend souvent cet argument de la Corse. Seulement, ce qu'on peut dire aussi, c'est ok, d'accord, alors on va vous mettre la même continuité territoriale que la Corse à la Réunion, puisque voilà, la comparaison effectivement ne joue pas du tout en notre faveur. Mais dans ce cas-là, vous allez prendre aussi tout ce que la Corse n'a pas et que vous avez. Alors, est-ce que c'est vraiment un bon argument ? D'abord, il ne faut pas s'interdire de se poser la question. Je parle de la défisque, oui, bien sûr, il ne faut pas s'interdire de se poser la question dans ces termes, mais une fois qu'on l'aura fait, on se rendra compte également que les handicaps structurels liés à l'éloignement et à l'insularité de notre département sont sans commune mesure avec ceux de la Corse. Je veux dire, il ne faut pas qu'on agite ces arguments comme des épouvantails pour ne rien faire. Il faut se mettre autour de la table, effectivement, parler de la continuité territoriale, de tout ce qui y participe. Et c'est vrai que tous les dispositifs d'exonération de charges, de défiscalisation, de surrémunération sont des éléments de continuité territoriale, tout à fait, mais posons-les sur la table et posons-les comme tels, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et posons aussi l'ensemble des handicaps liés à l'éloignement et à l'insularité. Et à ce moment-là, une fois qu'on aura tout mis sur la table, on construira
un vrai dispositif où on verra ce qui est légitime et ce qui ne l'est pas. Aujourd'hui, ce qui est clair, c'est que le dispositif qui est actuellement géré par la région, mais pensé par le législateur, pensé par l'État, est un dispositif qui est totalement insatisfaisant. C'est même le dispositif, à mon avis, d'une part, il est... Ça marche pourtant très bien quand même. Oui, ben, quand vous distribuez des bons pour aider les gens à voyager, bien sûr que ça va marcher. Mais est-ce que c'est le dispositif optimal? Est-ce que c'est le dispositif le plus économique? Certainement que non. Au contraire, ce dispositif il a des effets inflationnistes puisque il n'y a aucune contrepartie qui est demandée aux compagnies aériennes en échange de ces bons de 360 euros. Pourquoi on parle du modèle Corse? Parce que le modèle Corse, il impose on est dans le cadre d'une délégation de service public, et dans le cadre d'une délégation de service public, on négocie des tarifs, la puissance publique négocie des tarifs, elle négocie des tarifs dans les deux sens. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de continuité, puisque les gens qui sont en métropole, et je pense pas simplement, j'ai envie de dire aux citoyens métropolitains lambda, mais aussi aux Réunionnais qui sont installés en métropole, ne peuvent pas bénéficier de ce dispositif. Donc on n'est pas dans une vraie continuité territoriale, on est juste dans un système de bons, de distribution de bons, j'ai envie de dire un système qui est clientéliste dans ce sens où il faut aller chercher son bon. Quand on est dans un dispositif de continuité territoriale, eh bien, on n'a pas affaire à des bons, on a affaire à un tarif qui s'applique à tous. La question, c'est comment effectivement faire baisser le prix des billets d'avion, parce qu'on n'a pas de prise sur les tarifs pratiquent les compagnies aériennes. Quand on distribue des bons à 360 euros, il n'y a aucune raison pour que les compagnies aériennes bougent. Par contre, si vous mettez en œuvre une délégation de service public, la délégation de service public, par définition, c'est un marché public. Et donc la collectivité au sens large, mettrait en concurrence les compagnies aériennes autour d'un cahier des charges qui serait celui de la délégation de service public. En achetant donc les billets ? En les préachetant ? Comment ça se passe concrètement ? Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on négocie avec les compagnies aériennes un tarif sur la ligne Réunion-Paris. Ce tarif, il doit permettre l'équilibre de l'exploitation. Et s'il y a des déficits dans une limite acceptable, eh bien ces déficits sont épongés par la puissance publique. Donc le mécanisme de la DSP, la délégation de service public, c'est un mécanisme de mise en concurrence qui aujourd'hui n'existe pas. Aujourd'hui, on donne des bons à des individus et ces individus sont captifs d'un marché aérien qui est partagé entre quelques compagnies aériennes. Demain, dans le système que nous proposons, c'est à la puissance publique de faire un appel d'offres à la concurrence et de mettre en concurrence les compagnies aériennes pour obtenir le meilleur tarif. C'est vraiment un mécanisme très différent et c'est un mécanisme qui existe déjà. Il est pratiqué à chaque fois qu'une collectivité ou l'État met en œuvre une délégation de service public. C'est un mécanisme de marché public, de mise en concurrence qui est tout à fait traditionnel. Mais qui coûte très cher. Alors j'ai du mal à croire ce chiffre. Vous dites apparemment des billets à 500 euros, ça reviendrait à ce que le dispositif du coup coûte 650 millions d'euros par an. Oui, c'est 650 millions d'euros. C'est hors de prix. Non, c'est pas hors de prix. Vous en avez pour 200 millions d'euros. C'est l'équivalent du budget total de la région ? Même plus. Attendez, vous en avez pour 200 millions d'euros par an sur la continuité territoriale avec la Corse. Il vous aura pas échappé que nous sommes beaucoup plus loin de la métropole que la Corse. C'est le prix pour faire voyager effectivement 1 million de passagers sur la ligne Réunion-Paris avec un billet d'environ 500 euros. Et en pleine période d'économie pour le budget de l'État. Eh bien écoutez, le budget de l'État, aujourd'hui, c'est pas la Réunion qui lui coûte le plus cher. C'est les 8 milliards d'euros que la France envoie dans les pays de l'Est à crédit tous les ans pour financer le développement économique des pays de l'Est à travers le budget de l'Union européenne. Notre contribution, c'est 22 milliards. On en récupère 14. D'accord ? Il y en a 8 qui vont dans les pays de l'Est. Ces 8, ils seraient justifiés si notre balance commerciale avec le reste de l'Europe était positif. Or, notre balance commerciale avec le reste de l'Europe est négatif de 40 milliards d'euros. Donc, aujourd'hui, nous sommes la France
est aujourd'hui perdante dans le fonctionnement actuel de l'Union européenne, et ben si on est perdant, on renégocie sa contribution. Et donc, ça coûterait 650 millions d'euros. Moi, je proposerai en tant que membre du bureau national de Debout la France, je proposerai à Nicolas Dupont-Aignan de financer cette mesure en récupérant 650 millions sur les 8 milliards que la France donne aujourd'hui à perte à l'Union européenne. Alors, ici, en tout cas, à La Réunion, tout ce qui est continuité territoriale, on l'a bien compris, c'est finalement les élections régionales là, qui se profilent derrière ce thème. Est-ce que, comme vous vous êtes lancé dans ce débat, on peut se poser la question de savoir si vous allez vous présenter en décembre prochain? Je ne suis pas d'accord avec vous. La question de la continuité territoriale, c'est pas la question des élections régionales. C'est en tout cas, c'est devenu un thème de campagne. Là, c'est devenu ces un thème de temps, campagne. clairement. Oui, bien de sûr. Pré-campagne, on va oui, dire. Sauf que la continuité territoriale, elle est dans le programme de Nicolas Dupont-Aignan en 2012, déjà en tant que candidat à l'élection présidentielle. C'est un sujet de solidarité nationale. Oui, c'était dans les programmes de quasiment tous les candidats, y compris le président François Hollande. C'était dans les programmes des candidats aux élections présidentielles de 2002. Ça a été mis en œuvre par Jacques Chirac après l'élection présidentielle, et puis ensuite c'est passé aux oubliettes. C'est passé aux oubliettes, c'est-à-dire que on nous a donné une demi-mesure avec laquelle on ne sait plus très bien comment se débrouiller. On nous a donné une demi-mesure et on nous a laissé en plan. Et le seul candidat et le seul mouvement en France qui continue à faire de la continuité territoriale un vrai cheval de bataille, de la continuité territoriale avec l'outre-mer, c'est Debout la France. Vous éplucherez... C'était dans le programme de François Hollande. Vous éplucherez, peut-être, mais qu'est-ce qu'il a fait? Voilà. Bon, okay. Ça, c'est une autre question. Bon. Et il avait promis que les prix des billets d'avion baisseraient. Et depuis 10 ans, ça n'a pas été le cas. Non, mais c'est pas simplement dire qu'on promet que les billets d'avion vont baisser, c'est l'organiser concrètement. Et il n'y a pas d'autre moyen de l'organiser qu'à travers une délégation de service public. J'en reviens quand même à mes élections régionales parce que ici, localement, à La Réunion, on le sent bien, c'est devenu un sujet qui lance en fait les élections régionales à venir qui n'auront lieu qu'en décembre, on est bien d'accord. Mais entre ce dossier-là et le dossier de la nouvelle route du littoral, on le voit bien, ce sont deux thèmes déjà de débat. D'où ma question, est-ce que Debout la France va se présenter en décembre prochain pour les régionales? Debout la France a vocation à se présenter aux élections régionales. Et Debout la France a vocation à se présenter aussi aux élections départementales. Et nous aurons des candidats aux élections départementales. Maintenant, la décision d'aller au régional, elle n'est pas prise définitivement. Ça va dépendre des résultats qu'on fera au départemental, du rassemblement qu'on sentira se former autour de nous, de la manière dont les enjeux électoraux vont se présenter. Mais bien sûr qu'on a vocation à y être. Mais on a surtout vocation à préparer les élections présidentielles et législatives qui vont très vite arriver et pour lesquelles, parce que l'élection présidentielle, c'est l'élection maire en France, c'est celle qui va déterminer tout le reste. Et il faut que Nicolas Dupont-Aignan, et ça va être ma mission en tant que membre du bureau national, il faut que Nicolas Dupont-Aignan fasse des propositions aux Réunionnais, aux ultramarins, et il faut qu'on les prépare. Et elles doivent être prêtes largement avant les élections dans le courant de l'année prochaine. Donc ça passera, vous l'avez dit, sans doute par les régionales. On voit mal avec qui vous pourriez vous allier finalement. Hors des élections régionales, on ne les gagne en général qu'en faisant une alliance ou un rassemblement. Enfin voilà, chacun trouve le mot qui convient. Mais écoutez, même si d'abord je note qu'à chaque fois que vous m'interrogez, vous me posez la question des alliances. Nous, on se pose pas. Ah mais on la pose à tout le monde en ce moment. On sait sûr. très bien qu'aucun parti aujourd'hui à La Réunion ne peut gagner les élections régionales en y allant seul, que ce soit le Parti socialiste, mais l'enjeu, que ce soit l'UMP. Autant que de gagner, l'enjeu, c'est de peser. C'est de changer la vie des gens. Les élections, la politique, c'est fait pour changer la vie des gens. C'est pas fait pour que un tel gagne, comme on dit à La Réunion, soit en l'air. C'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est de changer la vie des gens. Si il faut faire des alliances qui ne servent à rien, c'est-à-dire qui ne vont pas changer la vie des gens, ça sert à rien de s'allier. Et donc la position de Debout la France au plan national, et c'est vrai au plan local aussi, c'est une position d'indépendance et d'intégrité. On est là pour proposer des solutions aux Réunionnais sur la continuité territoriale, si ça devait devenir l'enjeu
principale des élections régionales, on a une position qui est très claire, et donc c'est autour de nos positions que pourront se faire d'éventuelles alliances et d'éventuels rassemblements. Ce qui est clair aujourd'hui, si on reste sur cette position, c'est que le dispositif actuel n'est pas satisfaisant. Et j'ai suivi le débat à la région. Il y avait une espèce de consensus un peu mou sur l'idée qu'il fallait une continuité territoriale, mais dès qu'on veut y aller, à ce moment-là, effectivement, c'est la cacophonie entre ceux qui sont sur des positions de principe et ceux qui sont sur l'alliance qui dit il faut une vraie continuité territoriale. Le président de région, oui, le président de région qui dit oui, mais ce qu'on a, c'est déjà pas si mal. Mais parce qu'on veut pas se poser la question de fond, c'est celle du financement. Parce que quand on se pose la question de fond, celle du financement, on se pose d'autres questions et on doit faire d'autres choix. Et notamment en matière d'autres choix dans le budget de l'État. Et parce qu'aujourd'hui, ce qui empêche de financer cette continuité territoriale, c'est l'état de faillite dans lequel se trouve la France. Et si la France est en état de faillite, c'est pour deux raisons qu'on a déjà développées pendant les élections européennes. La première, c'est qu'on a un euro trop fort qui empêche notre économie de se développer. Et qu'il faut dévaluer, vous dites. Et tout à fait, et qui empêche à l'État de récupérer des recettes. Et puis, de notre côté, on a une contribution de plus en plus élevée au budget de l'Union européenne. Et on a donc des milliards d'euros. Moi, j'appelle ça une hémorragie. Mais c'est le principe de l'Union européenne avec la solidarité. Et nous en profitons, par exemple, ici à La Réunion, en tant que région ultra-périphérique. C'est le principe à partir du moment où globalement, on est gagnant. Mais aujourd'hui, on n'est pas gagnant. On est gagnant à La Réunion, par exemple. Non, mais comment vous pouvez isoler la situation de la France de la situation de La Réunion? Encore aujourd'hui, je crois, la FRBTP... J'isole parce que c'est concret. Oui, mais je veux parler de choses concrètes aussi. Aujourd'hui, la FRBTP pousse un cri d'alarme parce qu'elle dit si j'ai pas les mécanismes de défiscalisation, les mécanismes de solidarité nationale qui me permettront de financer d'une part une partie du logement social et d'autre part une partie le logement intermédiaire, le logement libre, c'est 3000 emplois qui sont perdus en France, qui sont perdus à La Réunion. 3000 emplois de plus dans ce secteur. Mais pourquoi ? Mais parce que on est dépendant, on est dans un ensemble et que cet ensemble aujourd'hui est plus que fragile. Et cet ensemble, c'est l'ensemble national, c'est l'ensemble France. Et pourquoi il est fragile? Parce que on a une Union européenne qui freine nos capacités de développement, voire qui nous plombe. L'Union européenne est devenue un boulet pour la France. Alors c'est pas 100 et quelques, 200 millions d'euros par an que l'Union européenne veut bien nous accorder chaque année qui vont arranger la situation. Donc on doit traiter les problèmes là où ils se posent. Aujourd'hui, le problème de La Réunion, c'est le problème de la solidarité nationale, c'est le problème du budget de l'État. Et le budget de l'État, il est plombé parce que nous sommes malades d'une Europe qui nous plombe. Donc, si j'ai bien compris, vous réfléchissez quoi qu'il arrive, avant tout, à une échelle donc nationale pour en arriver à la situation de la Réunion. C'est d'ailleurs le sens de votre discours que vous avez tenu en métropole devant, c'était lors du congrès de Debout la France. Est-ce que, en revanche, au niveau plus local, vous seriez prêt à écouter un Paul Vergès dont vous évoquiez le nom tout à l'heure et qui parle d'un projet en fait pour la Réunion et qui se dit voilà, il faut en fait que les barrières tombent, que les politiques s'unissent, et il s'est adressé directement aux politiques réunionnais en parlant d'un projet pour la Réunion. Je propose de l'écouter tout de suite et puis juste après, Hugues Maillot, vous nous dites ce que vous en pensez. Il est urgent de se rencontrer, non pas d'imposer un point de vue à l'un à l'autre, de dire voilà ce que nous préconisons et d'arriver à un programme de développement durable. Et nous avons les éléments pour cela, que ce soit les crédits, quand je vois comment on gaspille les crédits des emplois aidés actuellement. Nous avons les rendez-vous politiques. C'est la conférence de Paris sur l'environnement à la fin de l'année. C'est le remplacement de tout le système d'énergie de la Réunion. Nous avons devant nous un monde nouveau. Et c'est à notre portée. Je dis à tous les Réunionnais, et surtout tous les hommes politiques réunionnais, prenez conscience de la réalité. Sortez de vos fantasmes et bâtissons ensemble une Réunion nouvelle. Alors, bâtissons ensemble, appelle Paul Vergès. Ça vous évoque quoi, Hugues Maillot ? Où est la proposition ?
Ça fait des années, des dizaines d'années, que Paul Vergès pose des diagnostics. Alors, à force de les poser, effectivement, ils tombent juste. Mais où sont les propositions? Et les propositions, il y en a eu. Des propositions de rassemblement, il y a eu autour du plan de développement actif à l'époque, dans les années 80, la fin des années 90. Donc il y a eu des propositions. Mais ces propositions ont toutes toujours visé à développer une sorte d'autonomie interne, sous une forme ou sous une autre. Et la solution pour la Réunion, c'est pas l'autonomie. La solution pour la Réunion, c'est pas... Moi, je reste persuadé que c'est pas l'Assemblée unique. La solution pour la Réunion, elle est double. La première, c'est de rester dans le cadre républicain national, parce que c'est un cadre qui nous protège. La loi de la République nous protège. La loi nationale nous protège. Elle nous traite à égalité avec plus de 60 millions de citoyens. Et donc, c'est une protection. Nous sommes loin, nous sommes isolés, nous sommes confinés. Si nous ne sommes pas protégés par la loi de la République, eh bien, il se passe ce qui peut se passer, par exemple, en Polynésie, où on est vraiment soumis à des formes de potentats locaux. La deuxième solution, c'est qu'il faut libérer l'initiative. Les acteurs économiques, les acteurs politiques il doit y avoir une émulation économique, une émulation politique. L'émulation politique, on sait par quel mécanisme elle passe, pas par l'autonomie et pas par l'Assemblée unique, elle passe par le découpage communal, faire en sorte que on ait plus de communes, plus d'élus locaux qui s'approprient le territoire et qui le développent. Et sur le plan économique, la continuité territoriale est le meilleur levier de l'émulation, parce que ça nous connecterait directement, en tout cas plus directement à la France et à l'Union européenne. Pas de fusion, donc vous l'avez dit, pas de fusion entre le département et la région. On sait que Erika Barretch, par exemple, ce matin dans le quotidien, dit qu'elle est pour, par exemple, députée socialiste. La fusion, c'est le fait de mettre dans les mains d'un nombre de personnes encore plus limité qu'aujourd'hui le pouvoir à la Réunion. Est-ce que c'est pas plus efficace d'avoir une seule collectivité, alors que là, on est en fait une région monodépartementale? Ce qui est efficace, c'est d'avoir sur le terrain des élus qui ont des idées. Voilà. Et je trouve que nos élus manquent d'idées. Je trouve qu'ils ne s'approprient pas leur territoire et qu'ils ne font pas de développement local. Je pourrais vous citer, mais je le ferai pas pour fâcher personne, des tas de sites à La Réunion qui, sur le plan touristique, pourraient être porteurs et qui ne sont toujours pas aménagés. Vous pensez à quoi, par exemple? Non, je vous dirai pas, parce que je veux fâcher personne, mais j'ai des idées, rassurez-vous, j'ai des idées précises sur la question. Mais à la limite, la question, c'est pas de stigmatiser un tel ou un tel. Mais est-ce qu'on fait tout dans ce pays pour développer économiquement l'île? Mais quel lien avec les institutions? Parce que finalement, est-ce que des élus efficaces, concrets, ça peut pas marcher dans une collectivité unique? Quand vous êtes dans une collectivité unique, vous concentrez le pouvoir dans les mains de quelques-uns et surtout la décision dans les mains d'un seul. Et quand vous faites remonter toutes les décisions à une seule personne, ou à même un nombre un peu plus restreint, mais à un nombre restreint de personnes, et ben les décisions, ces mécaniques, elles prennent du temps à être prises et elles sont au final en décalage avec la réalité. Donc vous êtes définitivement contre. La vision qui consiste, mais qui n'est pas simplement locale, qui est aussi une vision nationale, qui est une vision européenne. On veut confisquer le pouvoir local en France autour de 13 ou 14 régions. Nous, on propose d'avoir 50 gros départements, parce qu'effectivement, il faut optimiser, mais il ne faut pas éloigner totalement la décision du terrain. Et donc, il faut trouver la bonne mesure. Et la bonne mesure à La Réunion, ce n'est pas l'Assemblée unique. Du coup, pour les départementales, puisque vous parliez, Hugues Maillot, d'élus qui doivent être proches, qui doivent être sur le terrain, les départementales ou les cantonales, comme on les appelait avant, ça vous intéresse? Il y aura des candidats, vous nous l'avez dit tout à l'heure, vous déjà?
Non, je ne serai pas candidat aux élections départementales. Il y aura des candidats aux élections départementales. Je ne vais pas vous annoncer leur nom maintenant parce que... Fabrice Lebon. Je ne vais pas vous annoncer leur nom maintenant parce que comme la presse nous suit peu, vous risquez de ne pas venir aux conférences de presse où on vous les annoncera. Donc il y aura des candidats aux élections départementales, ça c'est certain. On vous suit quand vous faites des conférences de presse, hein. Oui, de temps en temps. Mais je pensais pas forcément à nous, à Réunion Première. Réunion Première. Non, mais je parlais de Fabrice Lebon parce qu'en fait, c'est vrai que c'est un candidat qui a créé la surprise à Petite-Île lors des dernières municipales, même si c'est pas lui qui est devenu maire, mais il est arrivé en deuxième position, je crois, si ma mémoire est bonne. Oui, il est arrivé en deuxième position. Il est arrivé maire, en Serge Moirot, et c'est vrai que c'est typiquement quelqu'un qui sortait un peu de nulle part, entre guillemets, de la société civile. Bon, quelques mois après, il rejoint donc un parti, le vôtre, et on se dit, logiquement, il pourrait se présenter au cantonal. Écoutez, on vous annoncera. Voilà. Je peux vous dire que nous aurons des candidats aux élections départementales. On vous annoncera les noms en temps et en heure. Dans tous les cantons ou pas? Non, pas dans tous les cantons. Notre objectif, c'est d'être présent dans les cantons où on a observé une progression entre les présidentielles et législatives et les européennes, avec comme objectif à chaque fois de dépasser la barre des 5%, et ça nous semble possible effectivement dans un certain nombre de cantons. Donc de s'implanter un petit peu, en fait, c'est ça l'idée, que votre parti s'implante localement. Oui, que notre parti s'implante localement, mais sur une ligne qui est toujours la même, qui est une ligne d'intégrité et d'indépendance. Ce qui, moi, m'a beaucoup plu dans la rencontre avec Fabrice Lebon, c'était qu'il est complètement sur cette ligne. J'ai été bluffé, moi, par le résultat qu'il a réalisé sur son territoire. Il a des qualités évidentes, hein, et donc je pense que il faut qu'on continue à construire, mais sur cette ligne-là, parce que nos concitoyens commencent à se rendre compte, enfin plus que se rendre compte, ils sont assez désespérés par le système. Ils sont pour beaucoup, on a vu la progression du Front National tentée par les extrêmes. Donc nous, on veut creuser notre espace entre le système et les extrêmes. Alors justement, c'est ça que je voulais préciser avec vous aussi, Hugues Maillot. C'est une question qui va vous énerver, hein, je pense. Mais vous êtes clairement un parti de droite. Voire très à droite. Qu'est-ce qui finalement vous différencie du Front National quand on entend des gens de votre parti parler du système UMPS? Ce sont les mêmes termes que ceux employés par Marine Le Pen. Donc finalement, qu'est-ce qui vous distingue de ce Front National? D'abord, nous ne sommes... Debout la France ne se qualifie pas de droite, ni de très à droite. Vous savez, le général de Gaulle disait: la France, ce n'est pas la droite, la France, ce n'est pas la gauche, la France, c'est la droite et la gauche. C'est-à-dire que la France, c'est le rassemblement des Français. Et la ligne de Nicolas Dupont-Aignan et la ligne de Debout la France, c'est la ligne du rassemblement des Français. Et la grosse différence avec le Front National, c'est cette ligne de rassemblement des Français. Le Front National, il a toujours une petite phrase pour exclure telle ou telle catégorie de la population. Il y a toujours dans son arrière-boutique des individus peu recommandables. Donc nous ne pouvons pas nous acoquiner avec le Front National. Et en même temps, on ne peut plus se reconnaître dans un système qui met en œuvre la même politique. François Hollande, tiens, vous le citiez il y a un instant, nous a dit pendant la campagne des présidentielles que son ennemi, c'était la finance. Et puis après, M. Pierre Moscovici est venu nous expliquer qu'il avait des amis dans la bonne finance. Donc, Monsieur François Hollande nous a expliqué pendant la campagne des présidentielles qu'il ne fallait pas voter le traité budgétaire préparé par M. Sarkozy. Et puis, il s'est empressé, au lendemain de son élection, de faire ratifier ce même traité budgétaire. Les Français en ont assez qu'on leur fasse des promesses pendant les élections, pendant les campagnes électorales, pour qu'on leur fasse le contraire le lendemain. Et ils s'orientent vers les extrêmes. Nous sommes à Debout la République, Debout la France. Vous voyez, j'ai encore un petit peu de mal. Nous sommes à Debout la France, l'alternative à la montée des extrêmes. Mais vous n'êtes pas de droite.
Non, moi je me qualifie pas de droite. Je viens de droite, c'est vrai. J'ai été, j'ai un parcours politique qui me fait venir je suis libéral sur le plan économique, mais je suis aussi inspiré par le gaullisme social. D'ailleurs, dans le programme de Nicolas Dupont-Aignan pour la présidentielle, celui qu'on est en train de préparer, il y aura 2 piliers, le pilier de la souveraineté et le pilier du gaullisme social de la nouvelle société. On va venir revisiter le gaullisme social pour proposer à nos concitoyens d'être totalement associés au développement du pays, ce qui n'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui, le développement, ou du moins l'absence de développement du pays, est liée au fait qu'une oligarchie financière, prend les décisions à la place de ceux qui devraient le faire. Et comment on change ça, Maillot? On change ça par la pédagogie. On change ça par l'explication, en montrant à nos compatriotes que le chemin des extrêmes n'est pas le bon chemin. Voilà. Alors, dans l'actualité de ces derniers jours, on va parler économie. Je sais que c'est un sujet qui vous tient à cœur. Dans l'actualité de ces derniers jours, il y a eu les annonces de la ministre des Outre-mer, Georges-Paul Angevin, sur le CICE, le crédit d'impôt compétitivité emploi. Ça a fait partie, ce CICE, des annonces de François Hollande lorsqu'il est venu à La Réunion, puisque La Réunion va bénéficier de taux plus intéressants que ceux qui seront appliqués en métropole. On écoute tout de suite Georges-Paul Angevin, elle est avec nos confrères de Paris. Vous aviez aussi effectivement argumenté pour le CICE à 12%, et le président de la République, quand il est allé à La Réunion, s'est exprimé en ce sens, s'est exprimé de manière assez claire sur l'idée de renforcer encore le CICE. Donc maintenant, il faut que nous arrivions à traduire dans les faits les propos du président de la République. Donc on va continuer nos allers-retours avec les services, et notamment les services du budget, qui bien évidemment accueillent avec une certaine froideur ce type d'initiative. En tout cas, nous allons faire en sorte que cela progresse de la manière la plus claire. De la même manière, pour ce qui avait été dit par le président concernant les crédits en matière agricole. Je crois que là-dessus, pour les quotas sucriers, tout cela, il faut que nous arrivions à traduire dans les faits au maximum un certain nombre d'orientations qui avaient été tracées au plus haut niveau de l'État. Alors, sur ce CICE, Hugues Maillot. Quelle impuissance! Quelle impuissance! C'est bon, elle dit ça va être bon. Non, Bercy, elle dit pas ça va être bon. Elle dit Bercy fait la tête, mais on va y arriver. Elle dit nous allons continuer les allers-retours pour convaincre Bercy. Quelle impuissance! Le président de la République est venu faire des annonces à La Réunion. Le président de la République, c'est la plus haute autorité de l'État. C'est celui qui a la légitimité populaire la plus forte. Et à La Réunion en particulier, où nombre de nos compatriotes lui ont accordé leur confiance. Eh bien, malgré le fait que le président de la République se soit engagé, eh bien, on est toujours dans la discussion. Pourquoi? Parce que notre pays est au bord de la faillite. Donc, je ne reviendrai pas sur les arguments que j'ai développés au début. Mais l'idée, sinon, est-ce que l'idée est bonne d'avoir un taux plus avantageux pour le CICE ici, dans le département? Est-ce que ça va vraiment créer de l'emploi? C'est ça la question. La question, c'est quand est-ce qu'on passe d'un système sous perfusion à un système qui fonctionne de manière autonome? Ça, c'est plus une façon de créer de l'emploi, non, que les emplois aidés. Ah ben, je préfère ça. Je préfère ça aux emplois aidés. Voilà, rassurez-moi. Mais bien entendu. Mais on a vu quand même en 2009 qu'à partir du moment où on tirait l'échelle, on renégociait, on rediscutait la défiscalisation, où on arrêtait les grands travaux, tout le système de croissance que La Réunion avait construite s'effondrait. S'effondrait, pourquoi? Parce que ces fondements ne sont pas solides, ces fondements, ce sont des perfusions. Eh ben, il faut un système d'aide, mais un système d'aide qui amène le pays à se développer sur des bases solides. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut accompagner les secteurs qui peuvent de manière transversale, porter le développement économique de manière durable. Et c'est quoi ces secteurs? Le tourisme, c'est ça? Eh bien, il y en a. Moi, j'en ai 2 en tête, sur lesquels j'en ai 3 en tête, sur lesquels je ferai des propositions en tant que membre du Bureau national de Beau la France. Il y a le secteur du tourisme, bien évidemment, qui La Réunion devrait avoir pour ambition d'accueillir 1 million de touristes, et c'est intimement lié à la problématique de la continuité territoriale, dont on parlait au début de l'émission. Tout à fait. Nous estimons que 1 million de touristes à La Réunion, c'est 700 millions d'euros de recettes
puisque dans l'économie réunionnaise. Donc il y a le tourisme qui peut permettre de doubler facilement le marché intérieur, et donc avec des effets induits sur l'ensemble de l'économie réunionnaise dans la production et dans les services. Le deuxième volet, c'est la valorisation des océans. 2,6 millions de kilomètres carrés de zones économiques exclusives dans l'océan Indien, avec dans cette ZEE des richesses énergétiques, des richesses en termes de nourriture également, donc et des richesses en termes de biodiversité, donc la valorisation des océans, et le troisième secteur, donc là j'ai un trou, vous m'excuserez. Alors le tourisme, vous avez dit, les océans. La valorisation des océans. Le troisième reviendra, les technologies de l'information et de la communication. Alors qu'on n'a pas d'université de pointe dans le domaine ici, alors qu'on n'a pas forcément. On n'a pas, mais s'il y a bien un domaine où la distance peut ne pas être un handicap, c'est sur celui des technologies de l'information et de la communication, pour peu qu'on se dote d'une part des infrastructures nécessaires et d'autre part... Mais il y a des régions déjà en France qui sont un peu spécialisées dans ces... Il y a des régions en France, mais qu'est-ce qui fait la force des nouvelles technologies de l'information et de la communication? C'est pas la position géographique. Ce qui fait la force, c'est la capacité d'innovation du territoire. Et un territoire jeune est un territoire qui a une forte capacité d'innovation. Nous avons une jeunesse nombreuse à La Réunion, il faut la mobiliser autour de cet objectif d'innovation. Alors pour ce qui est de l'octroi de mer aussi, Georges-Paul Langevin ne le disait pas là dans l'interview qu'on vient d'entendre, mais il y aura prolongation. Vous qui êtes opposé à l'Europe, Hugues Maillot, j'imagine que ça, pour vous, c'est pas une bonne nouvelle en fait. C'est pas la question d'être opposé ou pas à l'Europe. L'octroi de mer, qu'est-ce que c'est? C'est la pompe afrique du clientélisme économique et politique de La Réunion. Disons-le. L'octroi de mer, c'est le moyen d'alimenter le budget des communes pour qu'elles... Oui, aussi. Oui, c'est le moyen d'alimenter le budget des communes pour perpétuer des politiques publiques qui sont des politiques de court terme et pas des politiques structurantes et des politiques de développement de long terme. Et puis c'est également le moyen pour les importateurs, qu'on le veuille ou pas, d'augmenter leurs marges, d'augmenter leurs bénéfices et de consolider leur position de monopole et d'oligopole. C'est ça l'octroi de mer. C'est un petit peu de protection. Et il faut de la protection pour notre industrie, notamment l'industrie agroalimentaire, mais pas que. C'est un petit peu de protection qui sert d'alibi à un système clientéliste sur le plan économique et politique. Alors, pour moi, c'est même pas la question de l'Europe, c'est la question du modèle de développement qu'on veut pour La Réunion. Donc on met quoi, la TVA à la place? On garde un système de protection pour l'industrie locale. Donc on garde on va dire une forme d'octroi de mer pour protéger notre industrie. Et pour l'essentiel, c'est-à-dire pour ce qui n'est pas produit à La Réunion, effectivement, on passe à la TVA, qui aura pour effet mécanique, parce que il y a un effet de calcul des marges qui aura pour effet mécanique de diminuer les prix et de fragiliser les monopoles et d'ouvrir à la concurrence. Alors on va terminer cette émission avec un petit peu d'actualité nationale. Il y a eu le décès du jeune Rémi Fraisse. C'était sur une manifestation contre le barrage de Sivens en métropole. Des manifs depuis qui se sont développées ailleurs et qui ont dégénéré à Nantes, à Lille, à Toulouse aussi. Il y a eu du soutien ici de la part des écologistes. Et on écoute tout de suite Jean-Pierre Marchaud. Il est interrogé par Caroline Huette. Je pense qu'il y aura des actions sur le terrain. Je souhaite qu'il y en ait. Alors, je ne souhaite pas évidemment qu'elle c'est l'issue qui s'est produite hélas au Sivens, mais je souhaite que demain, de nombreux Réunionnais investissent finalement peut-être les abords du chantier ou du futur chantier pour pouvoir faire entendre une autre voix que celle du lobby routier. Alors là, il est en train de parler du chantier de la route du littoral. Vous en pensez quoi? Déjà, d'abord sur cette atmosphère en France quand même tendue ces derniers temps, et puis deuxièmement sur cette proposition d'agir contre la route du littoral que fait Jean-Pierre Marchaud. L'atmosphère est très tendue en France parce que le pays va mal. Le pays va très mal. Et ça date pas d'hier. Il y a vraiment un mécontentement qui gronde. Et ce qui m'attriste profondément pour mon pays, c'est l'autisme dans lequel se trouvent nos dirigeants. L'autisme, moi j'appelle ça de l'autisme.
c'est pire que de l'autisme d'ailleurs, c'est de l'obstination à vouloir faire taire, par d'autres voies que par le fait de trouver des solutions aux problèmes, à vouloir faire taire nos concitoyens. Vous voyez, il y a dans le projet de loi de finances 2015, pour la deuxième fois, la tentative du gouvernement de faire taire toutes les voies politiques alternatives, en faisant en sorte de supprimer le financement par l'État de l'envoi des professions de foi. Ça veut dire que si ce projet passe, si nos députés, et heureusement en 2014 il s'est trouvé des députés courageux, y compris dans le camp de la majorité, pour faire barrage à cette proposition. Mais si cette proposition, si ce projet passe, ça veut dire que chaque électeur ne trouvera plus dans sa boîte aux lettres l'enveloppe qui lui permettait d'être parfaitement au courant des candidatures. Donc on est dans une situation très très grave, très sérieuse, où on veut bâillonner la démocratie, bâillonner l'expression des Français. Et c'est ce qui explique ces manifs-là violentes ? En partie, oui, je pense. Je suis contre la violence, mais je pense que quand on pousse à bout des gens, à un moment donné, il se passe quelque chose. Et sur la proposition de Jean-Pierre Marchot, donc de mener des actions, il dit non violentes, contre le grand projet de la nouvelle route du littoral, juste en quelques mots. Écoutez, je pense que il y a eu des débats démocratiques autour de la route du littoral. Très, très clairement, de mon point de vue, c'est certainement pas la meilleure solution qu'on pouvait imaginer. Maintenant, on n'en est, à mon avis, plus au niveau du débat. On est sur un projet qui est financé. Donc maintenant, il faut le mettre en œuvre. Le vin est tiré, il faut le boire. Je suis pas persuadé que la méthode de M. Marchot soit la bonne. Voilà. Donc pas de manif contre la route du littoral, on risque pas de vous voir parmi les manifestants? Non, pas sur ce sujet-là, même si j'étais présent dans d'autres manifestations. Merci Hugues Maillot d'avoir été notre invité ce soir devant La Réunion. L'émission est à présent terminée. À suivre, c'est de la musique avec Claudio dans la case. Il est là, il arrive.